Philosophie, une émission de Blandine Griégel sur Judaïque FM. Alors, dans l'émission Philosophie ce matin, dans la série La République du passé et au présent, nous avons la joie de recevoir aujourd'hui l'avocat, le grand avocat Daniel Soulez-Larivière, et pour nous parler d'un sujet vraiment central aujourd'hui, l'État, la justice et la violence. Et pour l'interroger et réfléchir avec lui, eh bien, nous avons le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, Alexandre Adler, historien, le doyen François Guéry, philosophe. Donc, cher Daniel, nous écoutons le texte que vous avez rédigé sur, au fond, ces questions. Brice Teinturier relève dans les enquêtes récentes un changement de rapport des Français à la violence, après l'indulgence de l'opinion pour les Gilets jaunes et celle des Gilets jaunes pour les Black Blocs. L'agression par l'intrusion de syndiqués radicaux et violents à la CFDT, les menaces contre le président de la République au théâtre, l'incendie de la Rotonde, etc. Et voilà que les avocats descendent dans la rue. Avec le jeté de robe, nouveau mode de manifestation, ils se servent d'un symbole comme d'une arme, sans comprendre qu'à force de piétiner les symboles, on finit par les détruire. Tout cela est un contresens par rapport à la mission de l'avocat. Il est là justement pour empêcher les gens de descendre dans la rue et de s'étriper. Lorsque l'état de droit disparaît au profit de l'état de moi, toutes les excentricités sont possibles et tous les dangers sont à notre porte. Au cœur des désordres actuels, il y a en réalité une altération de l'État devant les problèmes qui se posent à lui pour maintenir un équilibre, ne serait-ce que financier. Nous sommes arrivés à un moment annonciateur de bouleversement politique et de l'apparition d'un pouvoir autoritaire. Il ne manque plus au Rassemblement national qu'une figure venant rassurer et respectabiliser le principe d'un pouvoir autoritaire pour appliquer un programme d'extrême droite avant de sombrer et de laisser la France exsangue. Les minorités arrivent aujourd'hui à imposer leur volonté aux majorités qui ne se défendent pas. Avec le militantisme violent, obtient ainsi l'annulation de la représentation d'une pièce d'Eschyle à la Sorbonne, des conférences de Sylviane Agacinski à Bordeaux ou de François Hollande à Lille. En relève également le piétinement de la présomption d'innocence, la mise au pilori de personnes démolies avant d'être jugées. On voit ainsi notre société se désagréger en fractions. Cher Daniel Soulez-Larivière, eh bien, vous n'y allez pas de main morte, si je puis dire, n'est-ce pas? Puisque votre formule, l'état de moi contre l'état de droit, fait mouche. Et en vérité, ce que vous montrez, et vous me direz si vous êtes d'accord avec ma lecture, c'est d'abord la montée d'une complaisance pour la violence qui se marque par l'indulgence qu'on a réservée aux Black Blocs et même à certaines violences des Gilets jaunes. Surtout quelque chose, évidemment, qui vous a frappé au cœur, on le comprend, les avocats qui jettent leur robe. Il est vrai qu'ils avaient un dossier, à savoir, au fond, la mainmise sur ce qu'ils estimaient être leur cagnotte pour la retraite, mais surtout, ce que vous montrez, c'est qu'il y a un changement, au fond, de conception vis-à-vis de la violence, qui paraît aujourd'hui de plus en plus acceptable, et vous estimez que c'est grave, parce que, d'une certaine façon, ça remet en cause une certaine idée que vous avez de la justice et que vous allez nous exploser, et surtout qu'il s'agit de la prise de pouvoir de minorités qui, par, au fond, la violence, veulent imposer leur désir, leur volonté à la majorité. Et d'ailleurs, vous marquez aussi, c'est ce qui m'a beaucoup frappé dans ce texte, qu'au fond, ce changement de représentation aboutit dans un deuxième temps à un changement dans la réalité. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui n'existaient pas avant, qu'on voit se produire, des meetings qui ne peuvent plus se tenir, des boutiques ou des restaurants qui sont incendiés parce qu'on s'en prend à tel ou tel. En fin de course, vous nous expliquez qu'il y a une dégradation de l'idée même de la justice, et en particulier, vous rappelez qu'aujourd'hui, la présomption d'innocence, au fond, quasiment cède le pas devant une présomption de culpabilité. Bref, enfin, au fond, vous êtes en quelque sorte un lanceur d'alerte, comme c'est un mot à la mode, mais on l'emploie pas d'habitude pour des représentations, et vous dites c'est grave parce que, au fond, ça peut profiter aux forces de désagrégation de notre démocratie, de notre état de droit, qui, elles, ne peuvent que se réjouir de ce qui se passe. Alors, la première question que je voudrais vous poser, j'ai deux questions à vous poser, c'est que pensez-vous? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous pensez des rapports entre la justice et la violence?
La justice, elle est d'abord, elle est jumelle de l'État, elle est née en même temps, et elle est destinée à une chose, c'est d'assurer la paix civile. Alors parfois on me demande dans les colloques, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je dis pour éviter que les gens se foutent sur la gueule dans la rue, c'est ça. Alors ça c'est mieux compris, mais c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est l'objectif de la justice. Alors après, elle s'appuie sur des tas de choses, sur de l'imaginaire, sur de la croyance, sur tout ce qu'on veut. Sur le droit. Oui, qui fait partie du système. Oui. Mais aujourd'hui, comme vous avez une crise de l'État, vous avez aussi une crise de la justice, mais elle semble résister mieux que l'État. Et dans la crise de l'État, je crois que l'essentiel, peut-être, c'est qu'il y a une crise de l'imaginaire de l'État. Et une des raisons à cela, je crois, c'est que, en tout cas en Europe, il y a eu une espèce de grand mouvement qui favorisait, et dans les esprits et dans l'imaginaire, qui était le mien en tout cas à l'époque, l'idée d'une gouvernance européenne, d'une sorte d'État européen, et ça a avorté. Et là, on est dans le ressac. Ça a avorté à partir du moment où on a mis trop de monde dedans à cause de l'arrêt du rideau de fer. C'était peut-être impossible de faire autrement. Toujours est-il que cet imaginaire qui était en train de se créer, qui était partagé par certains, dont les plus jeunes, un imaginaire démocratique, vous voulez dire. Un imaginaire démocratique et puis un imaginaire d'une nouvelle étape. Oui. C'est-à-dire un changement d'échelle. Oui. Et arriver à faire en sorte que se constitue une sorte d'État européen. Et ça, c'est fichu. Et c'est revenu en arrière. Et en revenant en arrière, on retombe sur une espèce de déliquescence de l'État, puisque lui-même était déjà un peu dévoré par le haut. Mais comme le haut a disparu, on se retrouve avec des restes et c'est une situation extrêmement dangereuse. Mais alors, puisque vous abordez cette question de la crise de l'État aujourd'hui, est-ce que, au fond, elle n'a pas un rapport avec le fait que ce qui a longtemps été demandé, d'ailleurs vous-même vous y êtes énormément intéressé, puisque vous avez participé à des commissions de réforme de la justice, vous avez réuni, je suis bien placé pour le savoir, non seulement des avocats, mais des professeurs de droit, des magistrats et des philosophes pour réfléchir à la réforme de la justice. Est-ce que, au fond, dans cette crise de l'État, il n'y a pas un rapport avec le fait que la réforme de la justice, puisque la justice en France, sur le plan constitutionnel, reste toujours une autorité judiciaire et pas un pouvoir judiciaire, n'a pas eu lieu. Notre État, même s'il est à mal aujourd'hui, il est mis à mal aujourd'hui, reste un État pour l'essentiel administratif. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, cher Je pense que c'est exact. Ça fait partie de la crise de l'imaginaire dont je parlais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de ciment qui rassemble l'ensemble des éléments, notamment des éléments que constitue l'État. Alors, la justice, elle ne fait pas partie de l'État, mais elle en fait partie. Elle est jumelle. Bon, elle est en fait la justice. À l'origine, de quoi s'agit-il? Vous avez une grande catastrophe, une grande terreur, des crimes, des positions tribales. Tout le monde se tire dessus. Et puis il y a quelqu'un qui triomphe. Et il y a le prince, le roi. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit naturellement la première chose, on recommencera plus cette horreur. Mais on lui dit, mais d'accord, mais comment est-ce que tu vas être cru si tu dis que ça va pas recommencer? Eh ben, je vais nommer des juges. Et les juges seront crus parce qu'ils sont à la fois nommés par moi, mais indépendants de moi. Donc le fait qu'ils disent les choses et qu'ils disent qu'on ne recommencera plus, ça peut être cru. Donc à la base du système de la justice, il y a cette contradiction, c'est-à-dire que naturellement la justice dépend pour exister de l'État, mais elle est aussi celle qui donne du crédit à l'État en étant indépendante de l'État. Et cette espèce de dialectique-là, elle n'a jamais été réglée correctement en France. Elle a été davantage ailleurs, mais pas en France. Et on est toujours là-dedans. D'où ces perpétuelles revendications de syndicats de magistrats qui sont en quelque sorte une tentative pour se constituer cette indépendance, tout en confondant le fait que cette indépendance, elle existe, mais en même temps, il y a une dépendance par rapport aux politiques, parce que c'est le politique qui les nomme, même si aujourd'hui on veut gommer tout ça. Donc on est dans une vraie crise partout, et la justice n'y échappe pas. Oui, alors puisque vous abordez cette question, n'est-ce pas, au fond, de l'état de justice imparfait qui est le nôtre, je voudrais à ce moment-là me tourner vers Alexandre Adler pour lui demander, puisque, en fait, ce que vous évoquez, c'est la différence de la France avec, au fond, les pays anglo-saxons. Nous admirons dans les séries et dans le cinéma américain la place de l'avocat, la place du droit, mais en fait, chez nous, ça ne se passe pas du tout comme ça. Chez nous, n'est-ce pas la justice, n'est-ce pas, Alexandre, elle est plutôt évoquée et invoquée
puisque vous parlez de l'imaginaire, comme justice sociale. Et quand on parle de la justice, on ne parle pas beaucoup au fond de la justice juridique, des institutions judiciaires. Alors, Alexandre, est-ce que vous pouvez nous donner quelques lumières sur le fait que la France, n'est-ce pas, on n'est pas resté un État de justice comme l'est demeuré l'État anglais, et que le social, en quelque sorte, a absorbé l'essentiel de notre imaginaire de la justice. Et oui, et c'est une histoire qui, si on y réfléchit un peu plus que d'habitude, apparaît comme extrêmement complexe. Parce qu'au départ, évidemment, la France est un géant et l'Angleterre est un nain. Et l'Angleterre va faire des efforts considérables pour d'abord créer une parité avec la France. D'abord parce que les rois d'Angleterre sont aussi les princes féodaux les plus importants de la France grâce au Sud-Ouest, qui lui est resté fidèle encore aujourd'hui par le vin et par le rugby. Mais d'une certaine manière, oui, c'est ce problème de la rivalité franco-anglaise. Et c'est là où la dialectique tibétaine, que j'ai fini par comprendre tardivement, nous montre comment les choses sont extraordinaires. L'arriération devient avancée et l'avancée devient arriération. Alors en quoi? Eh bien, tout d'abord parce que l'Angleterre, qui est un État faible, et qui a essayé d'abord, à la manière avec c'est Richard Cœur de Lion, l'alliance avec les communes, c'est l'histoire de Robin des Bois que tout le monde connaît, eh bien, a essayé de faire exactement comme la France, un État centralisé qui impose ce que veut le roi, c'est la loi. Donc en fait, cette centralisation-là a échoué. Et c'est de cet échec lamentable que naît finalement une prise de pouvoir totale, cléricale, on va dire du parti Guelph, dans le système italien, en Angleterre. Parce qu'en Angleterre est régi à ce moment-là, c'est Jean Santerre, qui est un pauvre type, et qui est obligé d'accepter la Grande Charte. C'est-à-dire effectivement une espèce de compensation qui sépare les pouvoirs, et qui donne donc un pouvoir qui est le pouvoir du pape, pouvoir clérical, une autonomie qui n'est pas celle du pouvoir royal. Et à partir de là, d'une espèce de répétition... Les juges ambulants créés quand même par Richard Cœur de Lion, enfin par toute la monarchie anglaise, qui ont unifié le pays et introduit la common law. Sur le pape. Oui. Il s'appuie sur l'idée que la puissance de Dieu est supérieure à celle du roi dans certains domaines. Et que les juges sont ceux qui disent la parole de Dieu. Et puis un beau jour, la sécularisation vient, le renversement... Et cette autonomie de la justice, qui est anglaise, mais qui est médiévale, et qui est le résultat aussi d'une panne de la monarchie anglaise, qu'elle va essayer de reprendre à plusieurs reprises. D'ailleurs, ça ne lui réussit pas. Regardez les Stuarts qui perdent le pouvoir comme cela. Eh bien, finalement, c'est le pouvoir du Parlement, c'est le pouvoir, en fait... une séparation du pouvoir entre l'exécutif et le législatif. Donc l'État anglais restait essentiellement un État de justice dont le mur porteur est demeuré le juge, alors qu'en France, nous avons... devient au XVIIIe siècle, avec les lettres anglaises de Voltaire, l'idéal français. Il faudrait rendre la justice plus indépendante. Alors qu'en France, nous avons eu une évolution différente. Ce que veut le roi, veut la loi. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, il y a surtout le fait que la chancellerie a été absorbée par l'État de finances, par le contrôle général des finances, comme les historiens français, Mounier, Antoine et d'autres l'ont montré. Et comme la vie actuelle, comme Daniel Suez-Larivière nous vient de le rappeler, nous le fait vivre encore aujourd'hui. Le contrôle général des finances continue de piller l'argent des Français, l'argent des avocats, demain des autres. Et bien entendu, et nous continuons maintenant... Nous sommes un État administratif de finances. Un État d'aumône et de mendicité. Payé par les riches. Bon. Et c'est cela qui est en train de créer une vraie révolution, comme en 1789, bien sûr. Alors, on ne peut plus arbitrer. Mais l'Angleterre, elle, a vu ce système juridictionnel qui, au départ, était contre l'état de droit, d'une certaine manière, se renverser et devenir l'expression d'une certaine liberté publique. Après cette évocation historique, je vais me tourner vers notre ami philosophe, s'il en est, François Guéry, pour lui demander, au fond, une réflexion sur la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice, François? Un idéal, une institution, et surtout, puisque c'est quand même le problème que nous voudrions traiter ce matin, en quoi est-elle opposée à la violence? Oui. Voilà. Alors, on vous écoute, François. D'autant plus que, par exemple, Hegel dit que c'est le crime qui
invente la justice comme rétablissement. Oui. Donc, elle naît contre le crime. Alors, moi, ce que je vois, c'est que aussi bien dans l'expression le juste que dans l'expression le droit, il y a quelque chose de schématique. Et d'ailleurs, la plupart des concepts, si on veut, correspondent à une sorte de schéma. Alors, ce qu'on veut dire avec le juste et le droit, c'est qu'on ne penche pas d'un côté. Et par exemple, ni les affects, ni les intérêts ne peuvent venir gauchir l'exercice de la justice. Oui. Donc il y a quelque chose comme une rectitude au sens quasi géométrique. Oui. La justice va tout droit. C'est d'ailleurs pourquoi aussi on la représente avec un bandeau, parce qu'elle ne peut pas pencher. On prend en compte les intérêts. Ça veut donc dire que, par exemple, l'indulgence de la justice ne serait pas ni le juste ni le droit. Et quoique ce ne soit pas une question de justice, je pense que les indulgences de l'Église ont provoqué la réforme par réaction. Le thème même de l'indulgence, si on veut, peut déclencher une sorte de réaction du droit. Alors, moi j'essaye de remémorer des choses qui éclairent toutes ces questions. Alors, par exemple, puis-je vous suggérer un mot, vous savez, dans la justice telle qu'elle est pensée par les Grecs, toutes les sociétés pensent la justice, mais il y a ce rapport très noué entre dikaios, la justice, et dikaion, le droit. Bien sûr, c'est ça. Et dikaiosune, la science. Alors, parce que Daniel Soulez-Larivière vient d'évoquer, au fond, une sorte de complaisance de la justice qui, à ce moment-là, perd son rôle envers des violences, je voudrais évoquer Dostoïevski, qui, au retour d'un séjour au bagne, s'est remis en selle. Il a donc créé deux fois de suite une revue, une qui s'appelait Le Temps, et puis qui a été interdite. Ensuite, ça s'appelait L'Époque. Alors, il fait des chroniques ou des éditoriaux, comme on veut, et il s'en prend précisément à une tendance de la nouvelle justice russe de son époque, dans les années 1860. Alors, il dit la chose suivante. On a affaire à quelqu'un qui, par exemple, se saoule, bat sa femme, bat ses enfants. Et la justice l'absout, le renvoie chez lui, sans lui infliger une peine bien considérable, parce qu'elle a pitié du bourreau. Et c'est ce point-là que Dostoïevski trouve infect, si on veut. Il est révolté contre le gauchissement de la justice en faveur de celui qui exerce une violence. Alors, à partir de là, naturellement, il incrimine cette justice qui est effectivement gauchie par un sentiment de pitié qui est partisan, puisqu'en fait, ce serait plutôt ça décrit parfaitement ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce serait, s'il y avait lieu d'avoir pitié, ce qui n'est pas le cas de la justice, encore faudrait-il avoir pitié des victimes de ce bourreau. Donc, on renvoie chez eux des gens qui, de toute façon, on le sait, recommenceront à se saouler, à battre leurs femmes, peut-être à la tuer, leurs enfants, etc. Voilà le point de départ des réflexions de Dostoïevski. Daniel. Là, on n'est pas là-dedans en France, en tout cas en ce moment. La complaisance. Comment Si, la pitié. La pitié pour les attaquants, pour les bourreaux aussi, elle existe. Elle n'est pas dans tous les domaines. C'est pas aussi systématique. Vous avez des excentricités, mais on ne peut pas les prendre pour la règle. C'est vrai. Comme le décrochage des tableaux du président de la République, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et ça a été absous devant un tribunal. C'était des jeunes qui voulaient manifester là. C'est très fréquent, une prise de position de jeunes en première instance, en sachant que le système est tel que à la cour d'appel, ça va être différent. Oui. Et donc on peut se permettre d'être excentrique parce qu'après il y a des vieux qui arrangent l'affaire. Je voulais ajouter quelque chose sur Dostoïevski qui est quand même très important, mais je veux bien le faire plus tard. Alors, je voudrais quand même laisser 2 minutes de parole à notre ami Marielle David pour lui poser une question sur, au fond, l'incidence de l'idée de justice sur le plan psychique. Pourquoi c'est si important, une idée de justice? Je dirais qu'en philosophie politique, par exemple, quelqu'un comme John Rawls, un grand penseur américain, a expliqué que, en fait, l'idée de justice était une idée qui était devenue universelle. Dans toutes les cultures, on veut la justice. Mais chez les individus, Marielle, qu'est-ce que vous diriez? Chez les individus, au fond, la question est organisée autour de l'interdit de l'inceste. C'est l'interdit de l'inceste qui crée des interdits. Oui. Bon, ces interdits sont entre les parents et les enfants, pas de sexualité entre les parents et les enfants. Et actuellement,
Vous nous dites ça abruptement. On est saisi. On est saisi. C'est une mais évidence. On vous écoute, on vous écoute. C'est une évidence que l'interdit de l'inceste La organise toutes les sociétés, dans le monde entier. C'est ce qu'on a découvert, même dans les sociétés tout à fait primitives. Donc, à partir de là, qui nécessite, au fond, le passage de la vie d'une génération à une génération, c'est ça qui est important, Actuellement, au fond, il me semble qu'on est en train de créer, et l'affaire MeToo l'accentue, tout à fait d'une manière des interdits, qui sont par exemple interdiction de la sexualité entre un médecin et ses patientes. Par exemple, ça vient de passer dans la loi, et le Conseil de l'ordre des médecins a eu beaucoup d'hésitation à faire passer cette Mais pourquoi cette moi loi-là. je ne comprends pas, personnellement. La moitié des membres du Conseil a dû coucher avec ses patients. Mais tout simplement parce qu'il y a des femmes à qui ça plaît beaucoup. Je veux dire, on interdit quelque chose. Quand on interdit quelque chose entre adultes, c'est ça le problème. Parce que si on interdit des choses entre adultes, eh bien, il va y avoir de très nombreuses difficultés. Par exemple, telle femme, et ça arrive en ce moment, va se plaindre qu'un tel lui a promis le mariage et ne l'a pas épousé. Ça arrive. Alors ça me pose les limites de la justice. Et c'est le premier mot que vous avez eu, qui est que la justice est là pour la paix civile. Mais la paix civile, ça va jusqu'où? C'est là où est le problème actuellement. On est sûr que l'interdit de l'inceste est là, qu'il a des ramifications dans toute la société, mais est-ce que pour autant le civil, sur le plan juridique, va aller jusqu'à l'intime? Alors notre ami psychanalyste, au fond, est du côté de la défense, n'est-ce pas, du désir. Hein. Nous l'avons bien compris ce que vous dites, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce que Daniel Souleys-Larivière appelle l'état de moi contre l'état de droit. Bon, mais c'est peut-être votre rôle. Ah, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. C'est pas pour le désir n'a rien à voir avec l'état de moi. L'état de moi, c'est autre chose. Ça veut dire mon plaisir doit être supérieur au plaisir de la loi. Non, c'est pas ce que j'ai dit. L'état de moi, c'est mon désir est la loi, parce que mon désir fait la loi. Voilà. C'est tout à fait autre chose. Alexis, la question de l'interdit de l'inceste. Alexis, alors je vous pose la question à Alexis et à Daniel Souleys-Larivière pour lui laisser évidemment au fond finir notre trop court entretien. Que pouvons-nous faire? Est-ce que nous pouvons changer la justice ou non? Et surtout, Alexis, qu'est-ce qu'en pensent, à votre avis, nos concitoyens? Est-ce que la violence risque de s'aggraver? Alors, il y a deux questions dans votre question. La première, c'est la réforme de la justice. C'est vrai qu'elle a été toujours ajournée. Elle a été caressée. 100 fois promise, 100 fois remise. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais bon, on demandera, pour finir, à Daniel Souleys-Larivière les raisons pour lesquelles cet ajournement est permanent. Et il ne prendra pas fin, d'ailleurs, avec la présidence d'Emmanuel Macron. La deuxième question, c'est le climat général. C'est le Zeitgeist, qui est effectivement marqué par une extrémisation bipolaire. C'est-à-dire, au fond, aux deux extrémités du spectre politique français. Il y a des tentations de la violence. Il y a des tentations aussi du hors-cadre. On l'a bien vu, et sans porter de jugement moral définitif et essentialisant sur eux. Mais on l'a bien vu avec un certain nombre de gilets jaunes, qui au fond reproduisaient contre le président de la République actuel, notamment, les stéréotypes qui prévalaient au moment du Front Populaire et des manifestations qui sont suivies de la part de l'extrême droite contre le chef du Front Populaire, Léon Blum. L'assimilation d'Emmanuel Macron aux banques et à la haute finance, la délégitimation. C'est un climat qui, d'ailleurs, c'est ce que souligne Daniel. La délégitimation de sa virilité. La délégitimation de sa virilité, les atteintes au président de la République et à son épouse dans des lieux publics comme des théâtres, etc. Donc il y a un climat global qui est au franchissement des limites. Donc de ce point de vue-là, évidemment, moi, mon point de vue, disons, de défenseur traditionnel de l'état de droit, est plutôt celui qui exige en quelque sorte un retour de la sublimation. La sublimation n'est pas forcément répressive, l'état de moi n'est pas forcément le degré suprême de la civilisation. Et au contraire, on est peut-être menacé par ce que Finkielkraut appelle, avec ses mots, mais ils sont pertinents le plus souvent, la tentation de la décivilisation. Oui. Et vous, Daniel, alors qu'en pensez-vous? D'abord, est-ce qu'on peut changer la justice en France? Est-ce que cette réforme on nous a tellement promise et qui n'est jamais venue, est-ce que vous estimez qu'elle est encore devant nous? Et autre question, c'est une deuxième question effectivement, est-ce que vous croyez que la violence risque de s'aggraver actuellement?
Oui, alors la justice, elle a quand même beaucoup changé depuis que j'ai prêté serment, c'est-à-dire en 1965, et elle est devenue autre chose. Je pense qu'elle n'a pas eu de révolution, on n'a pas mis tout à l'envers, mais ça s'est quand même fortement amélioré. Petit bout par petit bout, petit morceau par petit morceau, et la justice d'aujourd'hui, elle me paraît quand même plus effective et raisonnable. On voit des choses qu'on n'aurait jamais vues avant. Qu'un tribunal, par exemple, relaxe purement et simplement Bernard Tapie, bon, ça c'est quelque chose qui n'aurait pas été possible, je pense, auparavant. Vous me direz que peut-être auparavant, il n'aurait pas été poursuivi, ça c'est autre chose. Mais il y a une autorité de la justice qui a grandi, Les réformes qui se sont succédées les unes après les autres sont ce qu'elles sont, mais elles ont quand même, y compris la dernière de Madame Belloubet, à mon avis, améliorer les situations en rendant l'instrument plus performant. Alors, c'est intéressant parce que dès qu'on fait ça, les avocats disent qu'il faut une justice plus humaine. Et moi, je dis, l'invention de la roue a complètement déshumanisé le transport. Parce qu'on a mis les choses dans une carriole au lieu de les mettre sur le dos des gens. Tout ça, vous voyez, c'est très compliqué ça a bougé. Et je crois que ça s'est amélioré. Bon. Alors maintenant, la dernière question, est-ce que la violence va s'aggraver? Là, c'est la société. On se retourne vers la société. Tel que c'est parti, ça dépend pas forcément de la justice. Non, ça dépend même pas du tout de la justice, parce qu'elle est là pour sanctionner après. Je crois que ça va se dégrader de plus en plus, tant que vous ne l'aurez pas, parce que c'est un problème d'État, tant que vous n'aurez pas reconstitué un imaginaire d'État solide, ça se dégradera de plus en plus. Et malheureusement, on est dans le vide, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, on a essayé de créer une sorte de nouvel État en Europe. Bon, et puis ça s'est dégradé compte tenu du fait qu'il y a eu trop de monde dedans et que à 6, on y serait peut-être parvenu, mais aujourd'hui à 27, ça et puis c'est le début aussi de la débâcle avec le départ des Anglais. Alexandre. Je suis d'accord avec tous les constats. Simplement, je pense aussi que le rétablissement d'un état de justice performant repose sur la réforme de la justice que la France a toujours refusé d'avoir. Malgré les médiations que vient nous signaler, qui sont incontestables, mais nous n'avons toujours pas de droit jurisprudentiel véritablement effectif. Oui. Et nous n'avons pas un conseil de la magistrature qui rende compte à un moment donné de la volonté populaire, avec un certain nombre évidemment d'écluses et de garanties. Et c'est bien entendu cela qui se trouve posé et qui va s'imposer à un moment donné, à cause des séries américaines, à cause de ce que nous voyons justement d'un état de justice qui d'ailleurs a émigré de l'Angleterre vers les États-Unis avec la Révolution américaine et qui aujourd'hui fait partie des images que tout le monde entend, c'est-à-dire que l'animal a sa chance, la justice ne doit pas être inquisitoire mais doit être le résultat d'un débat en fait. Et que finalement, c'est le débat le plus intéressant qui puisse aujourd'hui concerner l'opinion publique, étant donné qu'on est à peu près tous d'accord, non seulement sur les problèmes économiques et sociaux, mais même sur le changement climatique. Il n'y a plus aujourd'hui de véritable séparation par l'écologie. Alors c'est laquelle? C'est le droit, bien entendu. C'est la question, qu'est-ce qu'on fait de notre droit? Que le droit et la justice peuvent devenir des objets de l'opinion publique commune. Oui, je pense que ça va venir et ça vient doucement mais sûrement. Et malheureusement, tant qu'on n'aura pas reconstitué cet imaginaire d'État, c'est-à-dire de la chose commune, la justice, on subira les effets, malgré ses efforts qui seront louables. Bon, écoutez, il me reste à vous remercier, cher Daniel, et vous tous. Et donc, à mercredi prochain. Merci beaucoup.